ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois, c'était que donc, Popper, en proposant un critère de démarcation entre ce qui est de la science et ce qui n'est pas de la science, son projet, c'est de comprendre quelle est la nature de la méthode scientifique. Ce que Popper dit, c'est que dans les autres critères qui ont été proposés avant, implicitement, il y a une conception à l'intérieur, cachée ou pas à l'intérieur de ces critères, de comment procède la science. Et par exemple, dans le critère vérificationniste, qui est défendu par des gens comme le Cercle de Vienne, il voit cette idée que la science progresse par induction. Pourquoi? Parce que tout doit être justifié à partir de l'expérience. C'est-à-dire que les seuls énoncés qui ont du sens pour le Cercle de Vienne, c'est les énoncés qui peuvent être démontrés par l'expérience, qui peuvent être vérifiés par une expérience possible. Et Popper disait, oui, mais ça, on tombe sur un problème classique, qui est le problème de l'induction, qui est qu'en fait, on ne peut jamais démontrer une vérité générale juste à partir d'expériences sensorielles. Parce que les expériences sensibles nous donnent accès à des cas particuliers. Et à partir des cas particuliers, on ne peut jamais déduire une loi. À part, le seul cas où on peut déduire une loi de cas particuliers, c'est quand on est sûr qu'on a vu la totalité des cas particuliers. Par exemple, si j'ai 4 enfants, que j'examine les 4 enfants qui sont tous des filles, je peux arriver à cette vérité générale qui est tous mes enfants sont des filles, par exemple. Mais bon, là, quand on parle des lois de la physique, ce n'est pas vraiment possible, parce qu'on parle, par exemple, de toutes les instances qui vont correspondre à la loi à travers l'intégralité de l'univers et pendant toute l'histoire de l'univers. Donc, a priori, personne n'est en mesure d'examiner ça. Donc, selon lui, les théories vérificationnistes, elles supposent une théorie du fonctionnement de la science selon laquelle on observe des cas particuliers, puis on infère des vérités générales, qui en fait n'est pas possible logiquement. Parce que ça, c'est le problème de l'induction fait que ça n'est pas possible. Mais ce que va dire Popper, c'est que par contre, ce qui est très possible, c'est de falsifier une vérité générale. Par exemple, si j'ai une loi générale et que j'observe un seul cas qui contredit la loi, eh ben, j'ai falsifié la loi. Donc l'expérience peut falsifier une loi générale. Elle ne peut jamais la prouver, mais elle peut prouver qu'elle est fausse. Vous voyez un peu cette asymétrie qu'il y a entre les deux? Donc ça, c'est une asymétrie qui est purement logique. C'est quelque chose qu'on peut tirer des lois de la logique, c'est-à-dire que on ne peut pas dériver une vérité universelle de cas particuliers, mais on peut montrer qu'une vérité universelle est fausse à partir d'un cas particulier. Et donc, à partir de cette observation, Popper dit, mais justement, si on prend une version de la science qui va de pair avec mon critère de falsification, on comprend comment la science est possible. La science, elle ne cherche pas à prouver une loi à partir de cas particuliers, elle cherche à tester des lois. Vous voyez, elle part avec une idée, peut-être que tous les objets s'attirent entre eux, voilà, la loi de l'attraction universelle, et ensuite elle teste cette loi. Et si la loi survit au test, on la garde pour l'instant. On n'a pas prouvé qu'elle était vraie, on a prouvé qu'elle avait survécu au test. Et si le cas réfute la loi générale, là on abandonne et on passe à une autre solution. Donc l'idée, c'est qu'on essaye un tas de trucs et puis on va garder ceux qui survivent au test. En fait, ça implique une théorie très différente de la façon dont fonctionne la science pour Popper. Parce qu'il dit, c'est que voilà, si je suis inductiviste ou vérificationniste, j'imagine que le scientifique, c'est quelqu'un qui arrive devant la nature, qui observe des choses sans théorie préalable et qui, à force d'accumuler les observations, va en tirer des lois générales. Donc le scientifique, il arrive pur devant la nature, sans préjugés, sans théorie préalable. Tandis que dans la théorie falsificationniste de Popper, le scientifique, il arrive devant la nature avec ses hypothèses, ses théories. En fait, il imagine des trucs, il délire sur des théories, puis après, il va les tester. Donc ça marche plutôt dans ce sens-là. On ne part pas de l'expérience pour aller à la théorie, on part de la théorie pour aller à l'expérience, pour la confronter à l'expérience. Vous voyez que c'est un mouvement inverse. Et ça, c'est un argument qu'a Popper en disant, en fait, c'est pas possible de partir uniquement de l'expérience. On part toujours avec un certain nombre d'hypothèses en tête, au moins sur ce qu'il est intéressant, d'observer. Donc voilà, par exemple, Popper a des arguments du type, ce serait absurde de dire qu'on part avec l'observation pure tout seul, parce qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui décide, voilà, j'ai aucune hypothèse sur ce qui est scientifiquement intéressant, et donc je vais juste observer le monde et je vais noter tout ce que j'observe. Tout ce que j'observe dans la vie de tous les jours. Et il dit, voilà, si quelqu'un faisait ça, il écrirait des volumes avec toutes les observations et ce serait juste inintéressant.
on ne pourrait rien en faire, il y aurait plein d'observations dans tous les sens, et on ne saurait pas quoi en faire, en fait. Hein. Souvent, on part avec une idée que, voilà, on sait ce qui est intéressant, on sait ce qu'on veut étudier, donc on est guidé par un certain nombre d'hypothèses. Donc ça amène Popper à confronter, voilà, deux versions de la marche des sciences, selon lui. L'une, c'est ce qu'il appelle l'inductivisme, hein, qu'il attribue à des gens comme Bacon, mais aussi aux personnes du cercle de Vienne, et qui serait, selon laquelle, voilà, il y a la nature qui est l'objet de la science, et comment marche la science? Le scientifique qui est neutre, qui arrive sans préjugés ni théorie devant la nature, il regarde la nature, et par induction, il va en tirer des lois générales. Et donc ça, si c'est bien fait, ça donne des lois générales. Et quand est-ce que la science ne marche pas? Quand est-ce que ça foire? Quand est-ce qu'on arrive à des mauvaises conclusions? C'est quand le scientifique ne laisse pas parler la nature, ne laisse pas parler l'expérience, mais qui va être biaisé par ses propres théories, par ses propres attentes, par ses propres préjugés, et il ne va pas laisser parler les faits purs. Hein, voilà. Alors, la figure que Popper a associée à l'inductivisme, c'est Francis Bacon, qui est effectivement un philosophe des sciences qui a une théorie très similaire. Donc, Francis Bacon, c'est un philosophe des 16e, 17e siècles qui a été, lors des débuts de la révolution scientifique, un des premiers à essayer de théoriser la méthode scientifique. Et effectivement, une des grandes oppositions qui structure la théorie épistémologique de Bacon, c'est l'opposition entre l'anticipatio mentis, c'est les anticipations de l'esprit, et l'interpretatio, ou la naturée, donc c'est-à-dire l'interprétation de la nature. Mais là, l'interprétation, c'est juste au sens de lecture. Voilà, c'est le déchiffrage de la nature. Et l'idée, c'est que la science, elle marche quand le scientifique se met dans l'attitude qui est l'interpretatio naturae, c'est-à-dire il regarde la nature et puis se contente de lire ce qu'il y a dans la nature sans y ajouter du sien. Hein. Tandis que la mauvaise approche, c'est d'arriver devant la nature avec des hypothèses que vous voulez tester, avec des attentes sur ce qui devait se produire, des suppositions, auquel cas votre observation va être biaisée par vos attentes. Hein, vous voyez. Donc, chez Bacon, le bon scientifique, c'est celui qui va se purifier de toutes ses attentes, de tous ses préjugés, pour vraiment être le plus objectif possible. Et c'est vraiment là, dans ce sens-là, que l'opposition entre objectif et subjectif a un sens, dans le sens où on a un sujet qui est le scientifique et on a un objet qui est la nature. Et la science, ça consiste à effacer le sujet pour laisser parler l'objet. Il faut vraiment que le sujet ait le moins d'activité possible, en fait. Vous voyez, c'est de là que vient l'idée de subjectif-objectif, avec l'idée que la science est objectif. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur Bacon, mais donc Bacon a toute une classification des types d'erreurs qui peuvent nous influencer et nous conduire à ne pas étudier sérieusement la nature. Donc, c'est ce qu'on appelle les 4 idoles de Bacon, qui sont des choses assez connues. Il y a les illusions qui sont propres à l'espèce humaine, c'est-à-dire à la façon dont nos sens sont faits. Hein. Par exemple, on va avoir l'impression, que la Lune est plus grosse quand elle est près de la Lune d'horizon, etc. On a les préjugés qui sont propres à notre éducation, le milieu dans lequel on a été étudié. On a des préjugés qui sont inscrits dans le langage, en fait. Alors, pour prendre un exemple que Bacon n'avait pas, par exemple, voilà, on va dire, si j'ai le rhume, c'est que j'ai attrapé froid. Donc, inclus dans le langage, il y a un peu cette idée que c'est le froid qui cause le rhume, alors qu'en fait, ça va être un virus, vous voyez. Et donc, déjà dans le langage, il y a tout un tas de théories fausses qui est transportées. Et enfin, la pire, c'est bien sûr toujours les préjugés des écoles philosophiques, hein, c'est-à-dire toutes ces théories étranges que le passé nous livre et dont il faut se débarrasser. Et donc, par exemple, dans son ouvrage majeur qui est le Novum Organum, Bacon décrit un peu la méthode et il propose de faire vraiment des tables d'observation. Hein, vraiment, voilà, par exemple, là, il dit, alors ça, c'est la table où il s'intéresse à l'attraction, mais par exemple, il y a des tables où il dit, voilà, je vais étudier la chaleur, et puis il y a vraiment tout. Il y a, j'observe que les rayons du soleil, ça chauffe les objets, mais j'observe que les rayons de la lune, ça chauffe pas les objets. J'observe que le fumier, c'est chaud. J'observe que quand je mets du sel sur une blessure, j'ai un sentiment de chaleur. Voilà, c'est tout des tables où on collectionne toutes les observations comme ça pour essayer ensuite, par induction, de voir les règles générales qui s'en sortent. Mais au début, c'est censé être de l'observation pure, vous voyez. Du coup, l'idée de Popper, c'est mais non, en fait, ça marche complètement. La science, en fait, ça marche complètement inversement à ça. C'est complètement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'observations passées, qui ne sont pas forcément des observations scientifiques, qui soulèvent des problèmes, qui soulèvent des questions. Voilà. Hein.
Par exemple, comment ça se fait que les planètes, elles retournent en arrière, comment ça se fait que, je sais pas, voilà, on peut trouver plein d'observations. Et l'idée, c'est que là, ce que va faire le scientifique, c'est qu'il va imaginer une explication possible. C'est-à-dire, il va y avoir un travail d'imagination. Il va bricoler un truc, il va pas observer le monde, il va imaginer une explication. Et à partir de cette explication qu'il imagine, qui est sa théorie, il va faire des prédictions, il va la tester. Et il va la tester, il faut que ça soit un test, un test qui peut falsifier potentiellement, du coup, cette théorie. Hein. Et si la théorie survit, elle est corroborée et elle survit pour l'instant. Et si la théorie ne survit pas au test, elle est réfutée. Et donc, il faut revenir au travail théorique et imaginer notre explication, ou au moins réparer un peu l'explication qu'on avait. Vous voyez que c'est un mouvement tout à fait différent, dans le sens où, pour Popper, la science, c'est pas quelque chose qui se livre, qui est uniquement livré à l'expérience, c'est quelque chose qui réclame un travail théorique en amont. Le scientifique, il commence d'abord par proposer des théories et ensuite il observe, contrairement au mouvement inductiviste. Et ça, c'est intéressant parce que ça explique quelque chose chez Popper qui est très différent du cercle de Vienne. Vous vous rappelez que dans le cercle de Vienne, il y avait l'idée que la métaphysique, c'est mal. Et d'ailleurs, ça n'a pas de sens, parce que c'est quelque chose qui échappe à l'expérience et seulement ce qui peut être vérifié a un sens. Or, Popper trouve que la métaphysique, c'est très bien en soi. Si vous prenez le livre Conjecture et réfutation, par exemple, il y a plein d'articles, de chapitres, parce que c'est de chapitres sur les présocratiques, parce qu'apparemment, il s'intéressait beaucoup aux présocratiques, il connaissait quand même bien le domaine. Et pour lui, en fait, il y a une sorte de continuité entre la métaphysique et la science, en fait. C'est-à-dire, ce n'est pas deux activités radicalement différentes. En fait, la science, c'est juste, les hypothèses scientifiques, pour lui, c'est juste la métaphysique qui s'est assez raffinée au cours du temps pour devenir testable. Et c'est vrai qu'historiquement, il y a des liens. Par exemple, la théorie selon laquelle c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, celle de Copernic, en fait, elle est dérivée du fait que Copernic était très néoplatonicien. Et par exemple, pour Popper, la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité d'Einstein, il la voit un peu comme une sorte de développement ultime de la théorie de Parménide, sur le fait que l'être est immuable. Alors, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a vraiment cette idée que, Popper dit, voilà, les sciences, c'est ce qui est falsifiable, mais ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas falsifiable, ça ne vaut rien, en fait. Non, en fait, on commence toujours par avoir des réflexions très spéculatives, puis peut-être qu'un jour, on va réussir à les transformer en hypothèses testables et ça deviendra de la science. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas de la science que ce n'est pas bien. Ça a un contenu cognitif. Les membres du cercle de Vienne ont tort de dire que ça n'a pas de sens. Ça a du sens et en plus, ça a une valeur cognitive. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Donc, par exemple, c'est très important. Par exemple, pour Popper, la logique et les maths ne sont pas des sciences, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est juste qu'il y a des activités cognitives qui ne sont pas des sciences. Donc voilà. Donc cette vision de la science selon laquelle en fait on n'est pas juste en train de s'effacer devant le monde et de laisser parler les faits, mais on est en train de toujours imaginer des explications pour ensuite les tester, elle est importante parce que pour la plupart des scientifiques, en fait, elle correspond beaucoup plus à leur pratique, en fait. Du coup, vous voyez que l'image que Popper présente de la science, elle a encore plein de problèmes, mais elle est beaucoup plus proche que l'image de la science que présentent les inductivistes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le critère de falsification, comme limite entre science et non-science, il est inclus dans une vision de la science qui était bien meilleure et qui correspond bien mieux à la réalité historique que celle que proposaient, par exemple, les membres du Cercle de Vienne. Donc, ce n'est pas juste le critère en lui-même qui est bon, c'est qu'il fait partie d'une théorie de la science et du fonctionnement de la science qui est qui est meilleure que celle qui précédait. Alors, quelques prolongements intéressants des théories de Popper, c'est que pour Popper, sa distinction, sa conception de la méthode scientifique et de l'idée selon laquelle la science procède par falsification plutôt que par tenter de vérifier, c'est-à-dire par tenter de trouver des choses qui pourraient être fausses, que trouver juste des prédictions qu'on pourrait montrer vraies, c'est qu'il en tire des conclusions plus générales en dehors même du champ de la science sur les bonnes attitudes intellectuelles à avoir. Par exemple, Popper dit on peut faire la distinction entre un esprit dogmatique et un esprit vraiment critique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit critique, qui est quelque chose de valorisé? Il dit voilà, celui qui a l'esprit dogmatique, c'est celui qui part avec des hypothèses et qui cherche tous les cas qui vérifient son hypothèse, qui va se concentrer en fait sur le fait de chercher tout ce qui montre que son hypothèse est vraie.
Tandis que l'esprit critique, bah, c'est quelqu'un qui part avec des hypothèses. Alors ça, c'est quelque chose que dit Popper, hein, qui est cohérent avec ce que je viens de dire, c'est qu'il dit, voilà, on a tendance à penser que l'esprit critique, c'est la personne qui accepte jamais aucune hypothèse si elles ne sont pas complètement prouvées. Mais dit ça, c'est absurde, parce qu'on ne peut jamais rien complètement prouver. Alors l'esprit critique, c'est quelqu'un qui, comme tout le monde, parce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours, va accepter des hypothèses sur plein de sujets possibles, pas juste en sciences, hein, par exemple en politique, etc. Mais il va toujours essayer de les mettre à l'épreuve quand l'occasion vient. Donc, ce n'est pas qu'il refuse de croire des choses, c'est qu'il est toujours prêt à réviser ce qu'il croit en essayant de tester les choses auxquelles il croit. Et c'est ça l'esprit critique. Et enfin, ce qui est très important pour Popper, c'est que selon lui, l'approche falsificationniste, elle permet d'éviter un des écueils qui accompagnent la théorie inductiviste, selon lui, qui est ce qu'il appelle la théorie complotiste de l'ignorance. Alors, qu'est-ce que c'est la théorie complotiste de l'ignorance chez Popper? Il dit, voilà, si on regarde l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie, la montée de la conception inductiviste qu'on trouve par exemple chez Bacon et chez d'autres, elle est souvent associée à une croyance selon laquelle la vérité est manifeste. C'est-à-dire que, en fait, si on fait taire nos préjugés, si on fait taire tout ce qui est en nous et qu'on laisse parler le monde, la vérité va apparaître, vous savez. Et que si les gens se trompent, c'est parce qu'ils ne sont pas assez objectifs. C'est parce qu'en fait, ils ont des croyances, des préjugés. Voilà. C'est-à-dire, si on se débarrassait de tous nos préjugés, de toutes nos croyances préalables, et qu'on observait objectivement le monde, on tomberait sur la vérité. Alors ça, c'est une erreur qui est encore assez répandue. Hein. C'est par exemple, si vous discutez de l'histoire des sciences, il y a des gens qui vont dire, mais est-ce qu'ils étaient complètement idiots dans le passé pour croire que la Terre était au milieu du système solaire? Ça, c'est forcément parce qu'ils pensaient que l'homme était très important et donc ils voulaient que la Terre soit au milieu du système solaire, ou c'est parce qu'ils étaient corrompus par la religion chrétienne. Mais s'ils avaient fait taire leurs préjugés, ils auraient très bien vu, juste en observant, que ce n'était pas possible que la Terre soit au milieu du système solaire et que c'était bien le Soleil. Hein. C'est un peu cette idée selon laquelle, si dans le passé, les gens n'ont pas découvert la vérité, c'est parce que il devait être biaisé par certaines forces ou pas. Popper dit non, si vous acceptez l'idée, si vous acceptez un cadre plus falsificationniste, ça ne marche pas comme ça. La vérité, elle est cachée. Vous devez tenter des trucs, vous devez imaginer, waouh, une théorie complètement folle, est-ce que le Soleil ne serait pas au milieu du système solaire? Puis vous devez l'essayer. Mais ce n'est pas vrai que si vous décidez de ne croire rien, d'un coup, la vérité va s'imposer. Non, la vérité est hyper bien cachée et il faut vraiment tenter des trucs. Hein. C'est vraiment ça, le truc de la vision qu'a Popper de la science, c'est on crée des théories, puis on les essaye en les projetant contre le mur, en faisant des tests, mais par contre, la vérité, elle n'est pas là à s'offrir à la première personne qui sera impartiale. Elle demande un travail créatif. Ce que dit Popper, c'est que, comme souvent les gens ont un peu cette idée naïve selon laquelle l'erreur est due au préjugé et la vérité serait un peu évidente, elle serait là pour toute personne qui serait objectif, ça donne une vision de l'histoire des sciences selon laquelle, avant, les gens étaient biaisés et stupides, et en fait, il suffit juste de laisser parler la raison pour tomber sur la vérité. Et surtout, ça va amener à cette conclusion selon laquelle, si les gens ne partagent pas mes croyances, c'est probablement parce qu'ils sont biaisés ou parce qu'il y a des forces obscures qui tiennent les gens dans l'ignorance, hein, vous savez. Donc, par exemple, si les gens ne sont pas d'accord avec mes théories scientifiques, c'est parce qu'ils sont payés par Big Pharma ou parce qu'ils sont manipulés par le grand capital ou des choses comme ça. Et ce que Popper dit, c'est assez dangereux comme pente, parce qu'on va se dire à la fin, mais puisque les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ils ne sont pas d'accord, non pas parce qu'ils sont raisonnables, mais parce qu'ils sont biaisés ou manipulés par des forces obscures, je vais avoir la tentation, du coup, de vouloir imposer la vérité qui est si évidente par la force. Parce que clairement, les gens qui ne partagent pas la vérité avec moi, ils ne la partagent pas parce qu'ils sont de mauvaise foi. Et ce que dit Popper, c'est non. Ça, c'est un écueil qui évite le falsificationnisme, parce que dans le falsificationnisme, la vérité ne s'offre pas comme ça. Il faut que par chance, quelqu'un un jour se trouve la bonne idée et puis la teste. Mais par exemple, c'est pas en observant le cosmos impartialement que vous allez trouver la relativité d'Einstein. La relativité, c'était une idée complètement dingue et le type l'a tenté et ça a marché, mais c'est pas quelque chose qui s'offre gratuitement à la personne. Alors du coup, pour finir cette première séance, juste quelques rappels sur les distinctions entre le cercle de Vienne et Popper, parce qu'on va en parler après. Donc, le cercle de Vienne, c'est le vérificationnisme, et Popper, c'est le falsificationnisme, et leurs buts sont différents. Dans la conception du cercle de Vienne, le but, c'est de comprendre la différence entre les énoncés du sens qui en ont et ceux qui n'en ont pas,
Et la conception de la science qu'ont les personnes du cercle de Vienne, c'est que la science, c'est l'ensemble des propositions vraies basées sur l'observation. C'est-à-dire c'est une conception très très vaste de la science, dans le sens où, là par exemple, si vous vous dites « est-ce que les clés sont dans ma poche ?» et que vous vérifiez que les clés sont dans ma poche par l'observation, techniquement, c'est une observation scientifique. Dans le cercle de Vienne, il n'y a pas de démarcation entre la science et la connaissance, en fait. Basiquement, quand vous observez des électrons par tout un appareillage, vous êtes juste en train de faire le même type d'opération épistémique que quand vous êtes en train de regarder s'il y a des clés dans votre poche. C'est juste que vous avez plus d'appareillage, ça demande plus d'argent, ça demande plus d'organisation, mais il n'y a pas de rupture. Donc, en fait, ce que fait le cercle de Vienne, c'est en cherchant la différence entre les énoncés qui ont du sens et ceux qui n'en ont pas, il cherche en fait la limite entre les choses qu'on peut savoir et celles qu'on ne peut pas savoir parce qu'elles n'ont pas de sens. Tandis que Popper, lui, déjà, a une conception de la science comme la science est une activité épistémique parmi d'autres. Effectivement, si je connais mon nom parce que mes parents me l'ont dit, c'est une connaissance, mais ça n'est pas de la science, en fait. Je ne suis pas en train de faire de la science en vérifiant que mon nom est bien celui que je crois. La science, c'est un type d'activité bien particulier. Et donc, lui, ce qu'il cherche, c'est la différence entre ce qui est une théorie scientifique et ce qui n'en est pas entre ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Parce que vous voyez à quel point c'est très, très différent. Donc, on est des choses assez différentes. Et donc, la thèse du cercle de Vienne, c'est qu'une théorie est scientifique, elle a du sens quand elle peut être vérifiée par l'expérience. C'est-à-dire que soit dans la version faible, elle prédit des événements qu'on peut observer, soit dans la version forte, ça veut dire qu'elle peut être déduite de l'observation. Tandis que pour Popper, une théorie scientifique, c'est une théorie qui peut être mise à l'épreuve, dans le sens où on peut imaginer un test qui permettrait de la falsifier. Et donc ça, c'est les deux grandes théories classiques du critère de scientificité. Et vous voyez que déjà, on a un problème dans le sens où c'est deux théories de ce qui fait que quelque chose est une science et que quelque chose n'en est pas, mais ils ne parlent pas du même sens de ce qu'ils entendent par science. Pour le cercle de Vienne, c'est juste la connaissance en général. Pour Popper, c'est quelque chose de plus précis. Et en fait, ils ne cherchent pas exactement la même chose. Popper, il cherche à distinguer qu'est-ce qui fait que quelque chose est une science versus de la métaphysique ou d'autres activités. Et le cercle de Vienne, il cherche à savoir quelles sont les phrases qui ont du sens. De quoi est-ce qu'on peut parler de façon sensée. Alors, du coup, maintenant, je vais passer à la critique du critère de démarcation, justement, en partant de la